Salut à tous! Au début du mois de février, l'équipe de Télé-Sorbonne a eu la chance d'être sollicitée pour réaliser l'interview du premier vice-président de la région Île-de-France, Othman Nasrou. Ils nous avaient communiqué leur plan de lutte contre la précarité des jeunes, un document assez long avec plusieurs mesures concrètes dont nous, étudiants, n'entendons que très peu parler. Logement, aide financière, vie sociale, santé mentale, opportunités sont de très nombreux thèmes devenus problématiques avec l'arrivée de la crise sanitaire. Nous nous sommes donc rendus sur le site du siège de la région, à Saint-Ouen, armés de nombreuses questions assez longues mais permettant de mettre en avant certaines problématiques relevées par leur dossier. Il est résulté un échange constructif mais surtout une main tendue vers les étudiants qui sont appelés à ne pas abandonner et à se pencher sur les solutions qui leur sont proposées. Gaëlle, Capucine et Célian furent vos porte-paroles lors de ce dialogue que nous vous laissons découvrir. Ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet de la précarité étudiante avec un certain nombre d'associations qu'on finance. On est évidemment conscient qu'il y a des difficultés, mais c'est vrai que la crise sanitaire est venue renforcer ou aggraver ces difficultés d'une manière terrible. Et on le voit, je vous donne un exemple très précis, puisque vous me posez une question très concrète. J'ai assisté il n'y a pas plus tard qu'une quinzaine de jours à Villetaneuse, à l'université de Villetaneuse, à une distribution alimentaire, et je ne pensais pas qu'on aurait 300 étudiants qui se sont inscrits sur un créneau de 2 heures pour récupérer un colis alimentaire. Et on a déjà fait des opérations de distribution alimentaire. En l'occurrence, on en finance dans toutes les universités qui le demandent en ce moment, évidemment, avec une association qui s'appelle Linky qui fait ça. Mais 300 étudiants en 2 heures, là on comprend vite qu'il y a un sujet qui est devenu extrêmement dramatique. Et donc c'est pour ça qu'on a annoncé tout un tas de mesures immédiatement opérationnelles, parce qu'il va falloir qu'on agisse fort et malheureusement dans la durée. Alors l'objectif, c'est évidemment de donner une solution au moins à court terme de logement à des étudiants qui se retrouvent à la rue ou qui sont frappés par le mal logement ou qui sont parfois très nombreux dans le même logement, bref, qui n'ont pas réellement de logement. Et donc effectivement, ça représente 400 chambres d'hôtel sur 4 hôtels différents avec le groupe Accor et la Croix-Rouge. Et c'est à la Croix-Rouge qui va les attribuer en lien avec un certain nombre d'associations étudiantes et en lien également avec les Crous. Ça représente 900 000 € pour la région de prise en charge de ces chambres d'hôtel. Et encore une fois, c'est une solution qui ne réglera pas tout, mais qui est là pour dépanner des étudiants qui se retrouvent encore plus à la rue maintenant, surtout avec des pertes de revenus. Quand on perd son petit boulot, ça représente à peu près un peu moins de 300 € de perte de revenus en moyenne, donc c'est considérable. Et donc on ne veut pas que des étudiants se retrouvent à la rue, où on n'ait plus où dormir, et donc 400 chambres d'hôtel immédiatement utilisables. On verra ensuite comment la situation évolue, s'il continue de se dégrader, s'il faut qu'on aille plus loin. C'est évidemment un coût financier important. Mais on ne pouvait pas laisser évidemment des étudiants se retrouver à la rue, comme malheureusement ça arrive de plus en plus. On a toujours des partenaires qui sont en lien avec le monde étudiant, qui sont sur le terrain. Et la Croix-Rouge, évidemment, a déjà un flux d'étudiants qui viennent la voir, est en lien avec un certain nombre de structures. Les universités aussi feront remonter les situations difficiles. Ce que j'ai envie de dire à travers vous d'ailleurs, que les étudiants n'hésitent pas à se manifester s'ils sont dans ces situations-là. Là où il faut le souligner, c'est qu'on a encore besoin des tests. On parle beaucoup des vaccins en ce moment, mais on va avoir besoin de tests dans la durée. Et donc, il ne faut pas qu'on perde la bataille des tests. Donc, la région est allée au-delà de sa compétence et finance évidemment ces tests. Je l'ai dit, 20 000 € par université qui souhaite les mettre en place. Et donc, je le redis, s'il y a d'autres universités qui souhaitent, on le fera dans toutes les universités qui le souhaitent. Laissons-leur le temps aussi de se mettre en place et d'inscrire ce dispositif dans la pérennité. Et on pourra faire une évaluation probablement plutôt au mois de mars. Si vous voulez, on est aujourd'hui dans un rôle qui n'est pas censé être le nôtre, mais simplement on ne peut pas laisser l'État se limiter à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on vient en complément et on dort encore une fois de ce qu'on est simplement censé faire, mais on ne peut pas laisser les étudiants dans la situation où ils sont. Et en l'occurrence, ce que vous citez, ce sont les plus de 11 000 étudiants qui sont dans les soins infirmiers, dans les formations sanitaires et sociales, qui dépendent de la région. Donc forcément, puisqu'on a cette responsabilité-là vis-à-vis d'eux, on a débloqué cette prime qui est effectivement 150 €, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, puisque c'est ponctuel, mais ça vient quand même soulager un certain nombre de budgets, et ça représente évidemment un montant conséquent pour la région, pour ces étudiants boursiers dans ces formations-là. On ne peut pas le faire pour tous les étudiants par définition qui ne dépendent pas de nous, même si derrière on a d'autres dispositifs, je pense aux prêts étudiants, je pense à ce qu'on fait par ailleurs, encore une fois au-delà de notre compétence, parce qu'on ne peut pas laisser l'État se contenter de ce qu'il fait aujourd'hui, les besoins sont immenses. Mais on ne pourra pas faire une aide pour tous les étudiants qui dépendent de l'État, qui ne dépendent pas de nous. Et on demande d'ailleurs à l'État de nous accompagner et d'aller certainement au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui. Je sais qu'il y a des demandes des associations étudiantes sur un certain nombre d'allocations, sur un certain nombre d'aides, mais je pense à un sujet sur lequel on va néanmoins travailler, c'est sur l'avance des APL.
Là, c'est quelque chose d'intéressant qu'on est en train d'expérimenter avec un certain nombre de partenaires. Il faut voir si ça marche, il faut voir comment c'est faisable, combien de temps ça peut prendre aussi pour le débloquer. Et cette avance, et on sait que le traitement des appels peut être parfois compliqué sur le plan administratif. Et donc nous, si on peut accélérer les choses et permettre cette avance à des étudiants qui sont en difficulté, là on veut bien intervenir et on est en train de travailler dessus. Ça en dit long sur la situation qu'on connaît aujourd'hui, toute une classe d'âge, toute une génération d'étudiants qui va finir par être la génération sacrifiée du Covid. Je sais que le terme est polémique, mais on a une situation aujourd'hui qui est dramatique avec un marché du travail à l'arrêt et 700 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Donc il va falloir ce type d'aide ponctuelle, et on connaît bien ici les Restos du Cœur avec la région, on travaille beaucoup avec les Restos du Cœur, mais c'est vrai que la situation risque d'être difficile dans la durée. C'est pour ça que toute la panoplie dont on parle aujourd'hui, elle se fait avec des partenaires. Là, on parle des Restos du Cœur, mais il y en a beaucoup d'autres. On a parlé de la Croix-Rouge tout à l'heure. Et c'est aussi à ces partenaires-là de se mobiliser avec nous. Et nous, on financera évidemment tout ce qui vient soulager le quotidien des étudiants dans ce moment difficile qui, malheureusement, est amené à durer. On sait qu'il y a une situation de détresse psychologique aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants, toutes les enquêtes le montrent. Alors effectivement, tout ce qui permet de recréer du lien est évidemment nécessaire. Le second, c'est que c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme aussi d'aide psychologique aux étudiants qui se sentent isolés, qui sont en détresse ou qui sont parfois en dépression. Parce que c'est comme ça, il faut appeler les choses par leur nom aujourd'hui. Ça s'appelle Écoute étudiants Île-de-France, j'en profite pour le dire et je vous remercie de le relayer parce qu'il faut que les étudiants qui se sentent dans cette situation difficile sachent qu'il y a cette plateforme avec 40 000 consultations psychologues, 150 psychologues derrière, 40 000 consultations gratuites, je le précise, et aussi un système d'auto-évaluation pour qu'on sache si effectivement on a besoin de consulter ou pas. Mais tout ce qui vient briser l'isolement est évidemment maintenant absolument nécessaire. Ce qu'on fait là ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on essaie de faire un maximum en matière d'insertion professionnelle des jeunes. On finance tout, effectivement, les métiers du numérique, on a un dispositif 100 000 stages aussi, c'est-à-dire que dès qu'on donne une subvention de la région, on demande à ce qu'un stage ou qu'un jeune soit pris ou en stage ou en apprentissage, systématiquement, en contrepartie d'une subvention régionale. Il y a malheureusement des familles qui savent trouver le bon stage, le bon emploi, la bonne formation, d'autres qui sont désœuvrées ou qui n'ont pas les bons contacts. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et donc nous, on ne veut pas de cette inégalité-là, on veut que tout le monde ait la même chance. Donc il y a ce dispositif effectivement dont vous avez parlé sur les prestataires, sur un certain nombre de métiers du numérique, mais je pourrais vous parler aussi de tous les alternants qui se retrouvent sans emploi. Aujourd'hui, on en a 20 000 en Île-de-France quand même. Parce qu'il n'y a plus d'employeurs, tout simplement, alors qu'ils sont en apprentissage, en alternance. Et donc ceux-là, on va les faire basculer sur la formation professionnelle, qui est rémunérée, qui va leur permettre d'être en formation plutôt qu'en alternance, mais avec néanmoins une rémunération. Je vous précise aussi, c'est important, qu'on a 40 000 formations qu'on a déployées actuellement dans les métiers en tension, dont un certain nombre de métiers du numérique, d'où ce que vous avez évoqué avec les prestataires. Mais en réalité, il y en a dans plein d'autres métiers qui vont du BTP au déploiement de la fibre optique, en passant... C'est un peu moins le cas maintenant dans les métiers de l'événementiel et du tourisme, dans l'immédiat un peu moins, mais néanmoins, j'espère que le besoin va revenir. Il y avait des emplois non pourvus dans ces filières-là. Et donc 40 000 formations avec une prime jusqu'à 2 000 € quand on choisit de suivre une formation dans ces métiers-là. Alors sur tout ce qui concerne la formation depuis le site de la région, vous avez accès directement au catalogue des formations qui sont prises en charge, pour ceux en tout cas qui cherchent une formation professionnelle. Les alternants qui se retrouvent sans employeur, nous sommes nous-mêmes en train de les contacter individuellement pour leur proposer une autre solution. On leur proposera des formations qui se rapprochent le plus de leur cursus, évidemment, c'est tout l'enjeu aussi, en fonction des places qui sont disponibles avec les organismes de formation qu'on finance par ailleurs. Donc, nos équipes de la région sont extrêmement mobilisées là-dessus, mais depuis le site de la région, vous avez accès à un certain nombre de ressources. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous, et à travers le site de la région, vous avez évidemment le moyen de nous contacter. Et naturellement, que ce soit les élus ou les équipes ici, on est à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Et je le dis aussi en particulier à travers les universités, les équipes pédagogiques, à travers les associations aussi étudiantes qui sont nos interlocuteurs aussi en direct et qui nous font remonter un certain nombre de difficultés. C'est pour ça qu'on adapte nos dispositifs et qu'on a déployé les montants importants dont on parle aujourd'hui. C'est suite aux remontées de terrain qu'on a évidemment et qui sont préoccupantes. Oui, depuis le départ, on veut que les Jeux olympiques et paralympiques soient l'occasion à la fois de garder des choses pérennes, et pas que ce soit juste un moment dans le temps suspendu et hors sol, mais que les investissements restent, profitent à la population. Donc ça, c'est une vraie attention de la région. Et puis par ailleurs, que ce soit un moment d'accélération pour un certain nombre de sujets, et en particulier pour l'emploi des jeunes. Et donc on veut depuis le départ, et c'est une demande de la région depuis le départ, qu'à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques, on ait un accès à des formations et à un certain nombre d'emplois pour la durée des Jeux ou au-delà, parce qu'en réalité, même en amont, il y a un travail de préparation qui se fait, il y a des besoins pour les jeunes. Et donc, on travaille beaucoup évidemment avec
tous les organisateurs, que je ne vais pas détailler ici, parce qu'il y a un certain nombre d'organismes différents qui travaillent ensemble, pour qu'on ait une offre de formation adaptée et que les jeunes profitent de ces Jeux olympiques et paralympiques et ne soient pas simplement des spectateurs qui assistent au train des JO qui passent près de chez eux, mais dans lesquels ils ne peuvent pas monter à bord. J'espère qu'en 2024, on aura évidemment ces Jeux, mais s'ils ont lieu, il faut que ça profite à cette génération aussi, qui aura beaucoup souffert évidemment de cette épidémie. La question des jeunes, elle est spécifique parce qu'évidemment, quand on crée une entreprise jeune, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on a déjà eu une longue expérience professionnelle, qu'on veut quitter son entreprise, ça ne se pose pas de la même manière. Et c'est pour cela qu'on a déjà un objectif chiffré, parce que quand on engage, nous, à la région, quelque chose, on aime bien avoir un objectif clair, on a un souci d'efficacité, pas que ce soit juste de belles paroles, que ce soit réellement dans les actes. Et donc, effectivement, vous l'avez dit, 10 à 12% qui deviennent entrepreneurs, c'est un vrai objectif. Et ça suppose un accompagnement spécifique. Donc, dans ce dispositif-là, on va financer un certain nombre d'organismes qui connaissent bien ces métiers-là. Je pense à BGE, je pense à des structures qui ont l'habitude d'accompagner des entrepreneurs, mais en leur demandant spécifiquement des dispositifs adaptés à la question des jeunes et aux jeunes entrepreneurs. On en connaît beaucoup ici qui viennent nous voir et on est heureux de pouvoir, avec eux, mettre en place dans ce moment difficile un dispositif adapté parce qu'évidemment l'entrepreneuriat ça peut être une solution aussi pour créer son propre emploi. On sait que c'est un désir qui monte chez les jeunes et une période de crise peut aussi être une période d'opportunité pour ça. C'est un peu difficile à le dire comme ça, mais c'est vrai que s'il y en a qui veulent aussi créer leur entreprise, il faut qu'ils trouvent la bonne formation, même en période de crise sanitaire. Nous avions commencé à déployer des outils numériques dans un certain nombre de lycées qui étaient volontaires, qui nous l'ont demandé, un lycée sur 2 à peu près. Et puis on a généralisé, au total, on a distribué plus de 400 000 ordinateurs et tablettes à tous les lycéens d'Île-de-France pour que tout le monde soit équipé dans les mêmes conditions et qu'on ne se retrouve pas effectivement, et on a été bien inspiré de le faire puisque la crise ensuite a duré, le confinement a montré que ceux qui étaient équipés arrivent à mieux suivre que d'autres dans cette fameuse pédagogie mixte qu'on a aujourd'hui, qu'on avait déjà un petit peu, mais qu'on a de plus en plus avec la crise sanitaire. Pour les étudiants, on a aussi 10 000 ordinateurs qui sont mis à disposition des universités pour les étudiants qui n'ont pas d'équipement, ainsi que 60 000 chèques numériques qui sont de 100 €, mais qui viennent effectivement compléter l'achat évidemment d'un ordinateur ou d'un matériel numérique. Donc c'est vraiment toute la panoplie là aussi pour que tout le monde puisse s'équiper, pour profiter au maximum des cours en distanciel qui se font malheureusement de plus en plus. Ça ne remplace pas le lien social, ça ne remplace pas le lien physique et ça ne remplacera jamais le présentiel, mais ça vient en période de crise évidemment faire en sorte que tout le monde soit au même niveau d'enseignement. On a un objectif très clair, c'est de rattraper un décrocheur sur 2. Je dois dire que c'était difficile parce qu'on n'avait même pas les fichiers par l'éducation nationale. La liste des décrocheurs scolaires, on est censé lutter contre, mais si on n'a pas les fichiers, on ne peut pas les contacter. Aujourd'hui, cette difficulté est levée, donc la région peut enfin montrer que même sur ce sujet-là, elle peut être efficace. Et on va continuer à le faire malheureusement parce que le décrochage a progressé avec la crise, même si on obtenait déjà des bons résultats avant la crise, donc il va falloir le reprendre. Et l'outil numérique, ça ne résout pas tout, mais c'est une manière aussi de lutter contre le décrochage scolaire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une raison d'être inquiet sur la valeur des diplômes, parce que la situation sanitaire est mondiale, donc tout le monde a les mêmes difficultés. Il n'y a pas de raison que les diplômes soient dévalorisés, en tout cas sur la même tranche d'âge. Et j'ai confiance dans les équipes pédagogiques qui font ce qu'elles peuvent pour que, naturellement, il y ait quand même un contenu académique on va dire convenable, ça j'ai aucun doute là-dessus pour que la valeur du diplôme ne soit pas remise en cause. Mais pour autant, ce n'est pas parce que j'en suis convaincu que ça va rassurer les étudiants et c'est pour ça qu'on met le paquet sur les formations, sur toute l'aide dont on parlait tout à l'heure, sur les métiers en tension, pour qu'il y a une seule manière de peser la valeur d'un diplôme aujourd'hui dans la situation qu'on connaît, c'est l'employabilité. Il faut aussi les garder, il faut aussi les maintenir et faire en sorte que la destruction d'emplois soit la moins violente possible dans cette crise. Et la région fait beaucoup là-dessus. On finance toutes les entreprises qui relocalisent, on finance toutes les entreprises qui maintiennent l'emploi malgré la crise. Même les artisans et les commerçants ont droit à des aides, même au loyer. On a vraiment déployé toute la panoplie pour sauver l'emploi au maximum et pour faire en sorte que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent malgré tout trouver un emploi. Et la valeur des diplômes, du coup, je pense, sera préservée en ayant cette vision un peu globale du marché de l'emploi pour les jeunes. Il faut aussi qu'on construise l'avenir. Et là, on a renforcé considérablement l'aide qu'on apporte sur des formes nouvelles. Par exemple, on a demandé à ce qu'il y ait un montant inégalé en matière d'investissement sur l'enseignement supérieur et la recherche, 1 milliard d'euros. Conjointement, l'État et la région vont consacrer sur la période 2021-2027 1 milliard d'euros pour financer notamment les universités et de nouveaux investissements.
Et donc voilà, il y a l'aide ponctuelle face à la crise, face à la question de la précarité, qui est nécessaire, qui doit être massive et qui l'est du côté de la région. Et il y a l'investissement pour l'avenir. Et je demande vraiment là aussi à l'État de mettre les montants financiers, comme on le fait nous, à la hauteur des enjeux, parce que si on veut que les diplômes ne se dévalorisent pas, si on veut, encore une fois, que le marché de l'emploi continue à être ouvert pour les jeunes, eh bien, il va falloir pas simplement gérer le conjoncturel, mais s'occuper aussi du structurel. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc j'espère que ce milliard-là, du côté de l'État, sera tenu. Et on va le voter là aussi très rapidement pour que cet engagement financier soit inscrit dans l'accord que nous aurons avec l'État.